Google knows a lot more about you than you know about Google. Je pense qu'ils veulent conquérir le monde, 3 petits points, de l'information. Google a envie effectivement de devenir le moteur de recherche ultime, c'est-à-dire à un moment donné, Internet c'est Google. We touch the most important thing to people, and that's information. They have said they keep everything and they keep it as forever. Quand on n'est pas sur Google, on n'existe pas. We like to under-promise what we're going to give and over-deliver. Ne faites pas le mal, nous disent-ils. Très bien, pas le mal. Et en même temps, il faut plaire à Wall Street. In our experience, they've erred on the side of making money. Google is today worth more than 6 times General Motors' value. You know, it has more gravity and perturbs the world in the way other companies can't. Je pense que le succès de Google vient en partie du fait que c'est gratuit, que ça marche. Et lorsque les gens l'utilisent, ils en deviennent accros et ils y retournent plusieurs fois par jour. New addiction has placed American college students at risk. But this addiction doesn't involve drugs or even alcohol. It involves something even more dangerous. Google.com. Every day, millions of college students across the country use Google to look up information. But sadly, some are becoming addicted. Hi, my name's Tim, and I'm addicted to Google. What do you Google? What do you search? Everything. Pornography, things relating to studies and classes, books I want to buy, pornography. I'm addicted to using Google. I use it to look up people. I use it when I am interested in a girl and I don't want to seem like a stalker to her, so I go on the internet. You know, my dog's name is Google, so it kind of dominates my life. What do you say to those people that say Yahoo is a superior search engine than Google? That's like the stupidest question I ever heard. Yahoo is a directory, not a search engine. Google is a search engine. Idiot. Il y a plusieurs modèles de moteurs de recherche. Celui qui est utilisé par Google et qui est le modèle dominant aujourd'hui, ce sont des robots qui circulent sur les tuyaux de l'Internet et qui vont chercher des informations dans tous les endroits où c'est ouvert et où c'est accessible. Ils vont sur chaque page, ils regardent chaque mot, ils les rapportent sur leur disque et ils indexent ainsi tous les mots de toutes les pages. Ils font ça en permanence pour toutes les pages du monde. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un bed and breakfast en même temps qu'une femme assez âgée qui m'a raconté comment elle avait découvert ce moteur de recherche génial nommé Google. Elle tapait le nom de ce qui restait dans son frigo, suivi de mots soupe, et elle obtenait une recette incluant ces ingrédients. Je crois que c'est l'exemple le plus terre-à-terre et le plus simple que j'ai rencontré. Listez ce que vous recherchez et laissez le moteur de recherche le trouver pour vous. Dans chaque site web, il y a plusieurs pages. Chacune des pages est, entre guillemets, pistée, traquée, et on calcule les liens qu'il y a entre 2 sites web. Et donc, ce calcul vous permet d'avoir la pertinence. On trouve en haut de la liste les pages les plus populaires, celles qui ont été le plus visitées, donc considérées par les gens comme étant les plus intéressantes. Et c'est le cœur de leur système. C'est ce qu'on appelle l'algorithme PageRank. On a summer day you can find your way to a little green park where the Googleheads play. You'll know they're there by the clothes they wear and their Googlehead eyes and their Googlehead hair. 'Cause they're the Googleheads, they shake their doodle heads. They're the Googa Googleheads. They're the Googleheads, they shake their doodle heads. They're the Googlehead crew. I'm a Googlehead too. Is what you'll say. I'm a Googlehead too. Is what you'll say. Il faut savoir que derrière l'algorithme de Google sont plusieurs dizaines de millions d'équations mathématiques qui vous donnent
ce sentiment d'avoir des résultats. Le sentiment est aussi, ce qui est vrai, des résultats très pertinents. C'est un peu comme si un bibliothécaire allait dans toutes les bibliothèques, lisait tous les livres pour trouver les articles potentiellement reliés à la question que vous lui avez posée. C'est évidemment impossible pour une personne, mais quand on a comme Google des dizaines de milliers d'ordinateurs qui passent leur temps à se balader sur le web, à analyser les ordinateurs en Russie, en Islande, en Turquie, en Argentine, dans le monde entier, soudain, une chose qui était inconcevable avant Internet devient tout à coup possible. Il faut simplement beaucoup d'ordinateurs pour le faire correctement. Sergey Brin et Larry Page sont les deux personnes à l'origine de la création de Google. Ils sont très jeunes et ils ont tout juste la trentaine. Ils sont tous les deux fils de professeurs d'université. Quand Sergey Brin et sa famille sont arrivés aux États-Unis en 1979, il avait 6 ans. Ils ont quitté la Russie pour fuir l'antisémitisme. Le père de Sergey est professeur de mathématiques à l'université du Maryland. La mère est réellement une spécialiste des fusées, à la NASA. Le père de Larry Page a été le premier, il y a une dizaine d'années, à décrocher un doctorat en sciences de l'informatique à l'université du Michigan. Donc, ces gars ont grandi avec les mathématiques, les ordinateurs. Et on peut vraiment dire qu'ils sont la deuxième génération de l'informatique. Qu'est-ce qui les différencie culturellement des autres entreprises? Bien moi, je dirais c'est la tyrannie des algorithmes. Pour eux, tous les problèmes peuvent être résolus en trouvant le bon algorithme. Je crois qu'ils font partie de ce qu'on peut appeler les accros de l'informatique de la Silicon Valley. Ils aiment les mêmes choses, les casse-têtes, les défis, ce genre de choses. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Sergey Brin faisait visiter le campus universitaire à de nouveaux étudiants potentiels. Larry Page se trouvait dans ce groupe et les deux ont commencé à parler et à se chamailler surtout devant tout le monde. Et les gens trouvaient étrange qu'ils puissent se disputer comme ça. Mais c'est avec cette mentalité qu'ils ont été élevés. Il faut provoquer et remettre en question.
Je pense qu'ils ont aussi une surprenante confiance en eux-mêmes et en leur capacité à réaliser les choses qu'ils ont décidé d'accomplir. Ils s'intéressent à plein de choses, ils sont brillants et ils aiment aussi faire la fête et s'amuser. Ils aimaient faire du roller dans le campus de Stanford. Ils sont différents. Je pense que Sergey est peut-être un peu plus espiègle. Larry Page est plus introverti. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il est plus calme. Larry est plus concentré sur la recherche et le développement. Sergey Brin est plus business, je dirais. Donc effectivement, ça fait une complémentarité. Et ce sont vraiment deux amis avec une amitié profonde. Ils forment ainsi une bonne équipe. Ils partagent un bureau comme à l'université de Stanford. Ils me donnent l'impression d'être comme beaucoup de jeunes gens de leur âge qui ont du talent et qui veulent rendre le monde meilleur. Je ne sais pas vraiment s'ils étaient comme ça avant leur arrivée à Stanford, mais j'aimerais bien croire que Stanford a renforcé cette idée qu'une personne peut bien faire en faisant le bien. La première fois que j'ai rencontré Michel Foucault, il venait faire une conférence à Stanford. Nous l'avons accompagné avec un ami, mais nous n'aimions pas Stanford car nous trouvions que c'était stérile, rigide et froid. Et Foucault a dit « Oh non, 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 j'aime Stanford. C'est le rêve de l'Occident. C'est ce dont Platon aurait rêvé s'il avait été vivant aujourd'hui. De grands espaces, très bien gérés et entretenus. Beaucoup d'argent et de nombreux corps magnifiques qui s'y promènent. Que pourrait-on souhaiter de plus ?» a-t-il dit en riant avec son rire habituel, étrange et ironique. Larry Page a une expression favorite. Il dit « Il est important d'avoir un sain mépris pour l'impossible ». Il n'était pas satisfait de la qualité de la recherche sur Internet. Au milieu des années 90, le meilleur moteur de recherche disponible était Alta Vista. Il était efficace en matière de recherche, mais n'était pas très bon en ce qui concerne le classement des résultats en fonction de leur pertinence. Donc un jour, Larry Page a dit à ses professeurs à Stanford « Je vais télécharger toutes les données qu'il y a sur Internet et améliorer la méthode de recherche ». Ils se sont moqués de lui, parce qu'ils ne croyaient pas un instant qu'un étudiant pourrait télécharger Internet. Et pourtant, il l'a fait. If only life were as simple as navigating on ZipNet. Stanford a un bureau de brevets technologiques. Beaucoup d'entreprises sont nées à Stanford. C'est rare de voir ça dans d'autres universités, entre autres parce que les autres universités réclament la propriété intellectuelle du brevet si vous avez utilisé leurs ressources pour cette création. Stanford détient des parts de Google. Son président siège au conseil d'administration de Google. Lorsque Larry et Sergey ont voulu trouver des fonds pour faire de Google une entreprise plutôt qu'un projet de recherche, j'ai contacté mon collègue Andy Bechtolsheim, qui est le fondateur de Sun Microsystems. J'ai arrangé une réunion sur le porche de ma maison, ici à Palo Alto. Larry et Sergey sont venus avec un ordinateur
et ont fait la démonstration du moteur de recherche pour Andy Bechtolsheim. Et je crois qu'Andy leur a immédiatement fait un chèque pour financer le démarrage de l'entreprise. Sergey a dit qu'il ne pouvait pas encaisser le chèque car il n'y avait même pas d'entreprise. Et alors Andy a dit, lance la société, ouvre un compte en banque et dépose le chèque. Rastafari is his name. Rastafari is his name. He's the rock of ages. He's the one who turned life's pages. In 1998, Brin and Page. En 1998, Brin et Page ont quitté Stanford. Ils ont pris un congé sabbatique de leur doctorat pour lancer l'entreprise dans un garage de Palo Alto. Une start-up classique à Silicon Valley. 2 gars dans un garage, avec une idée, très peu d'argent pour commencer l'aventure. C'était pendant l'apogée de la bulle Internet. J'avais déjà vu une vingtaine de sociétés comme la leur. Rien n'indiquait qu'ils allaient décrocher le gros lot. La première fois que je leur ai rendu visite, je n'ai même pas fait d'article sur eux, car il y avait beaucoup de moteurs de recherche. Pourquoi le leur serait meilleur que les autres? Il se trouve qu'il l'était. La première fois que je les ai rencontrés, je leur ai dit « C'est très bien, vous allez pouvoir vendre votre concept à l'une des principales sociétés de moteurs de recherche, parce qu'elles auront envie de cette technologie pour s'améliorer. Et vous en tirerez une belle somme d'argent. » Mais Larry pensait certainement qu'il pouvait aller plus loin, devenir le leader le plus compétitif sur le marché des moteurs de recherche. À cette époque, il était courant, comme ils l'ont fait eux-mêmes, de lancer une société et de voir ensuite comment la rendre rentable. Google a été en fait le meilleur et l'un des rares exemples où ça a marché. Et cela était dû principalement au fait qu'ils avaient pour financiers Michael Moritz et John Doerr, qui sont les 2 investisseurs en capital risque les plus connus à Silicon Valley. Du campus, on est passé à San Francisco. De San Francisco, on est passé à toute la Californie. De toute la Californie, on est passé aux États-Unis. Et ensuite, le bouche à oreille s'est fait en Europe dans un premier temps, puis en Asie. Hello to my friends from the Internet Village. This is Papadizzi from the mountains of Macedonia speaking to you. You can see, the sun is shining, no air pollution. Today, I want to speak about a very bad person. This person make a lot of problems to Papadizzi. And because you are my friend from the Internet Village, I will tell you his name. Mr. Google. Mr. Google, tell me, you bad person, why you don't find me American woman? Where do you hide all these American women, huh? I give you a very good deal. You find me American woman, I give you a goat. Ah, what do you say, Mr. Google? What do you say? Maybe you say 1 goat is not enough. Okay, how many goat do you want? 2? 3? 4, 5, how many? No deal, Mr. Google. No deal. You know what? I go to Mr. Yahoo. He will find me American woman. Tout le monde pensait que les portails et les innombrables services du web allaient devenir le gros business et que la recherche serait un service gratuit pour attirer les gens vers votre portail. Mais tout le monde se trompait. Alors que chez Google, ils avaient eu cette vision précoce d'organiser l'information au niveau mondial. Et ils avaient raison. Ce qui est remarquable avec Google, c'est que dès le début, les gens se sont sentis à l'aise avec la simplicité de la page d'accueil. So, how's school going? Good. Good. Tell me a little bit about school. I paint. You paint? What do you paint? Flower. Oh, pretty, like your dress? Really? Let's see if you really learn a lot. Who is the President of the United States? I don't know.
Let's Google it. Google? Who taught you about Google? What is Google? It's a .com website, and it tells you everything you want to know. It does? The single most popular page on the internet. La page la plus populaire sur Internet, c'est la page d'accueil de Google. Google.com avec son fond blanc et ce logo qui nous est familier. Il n'y a pas une seule publicité sur cette page. Et elle rend fou les investisseurs qui soutiennent Sergey Brin et Larry Page. Ils disent, voilà, c'est la page d'accueil la plus populaire, la plus vue, et vous ne voulez pas y mettre de publicité. C'est parce qu'ils veulent que cette page se charge le plus rapidement possible. Leur but, c'est de laisser les utilisateurs trouver leur information aussi vite que possible et ensuite de leur proposer des publicités qui ne sont pas envahissantes et qui sont pertinentes par rapport à leurs recherches. Google s'est dit, puisque les gens sont en train de chercher une information, il serait peut-être intéressant d'aller voir les annonceurs et de leur dire « Écoutez, moi, dans ma boutique, j'ai tant de gens qui cherchent telle requête qui se trouve être un produit que vous vendez. » Exemple, il s'agit d'aller voir un voyagiste qui dit « J'ai 300 000 requêtes liées à un voyage au Maroc tous les jours en France. J'en ai 300 000, combien vous voulez m'en acheter ?» Donc en fait, Google vend aux annonceurs de la publicité qui consiste en un lien sponsorisé qui va apparaître sur les côtés et au-dessus. Google's AdWords program. Le programme de Google AdWords, son programme de publicité, permet à toute entreprise ou individu d'enchérir ou d'acheter des termes ou des mots. Bon, je vends des voitures. Je vais acheter ce mot-clé et je suis prêt à payer, disons, $3 à chaque fois que quelqu'un clique sur ce mot. Et donc Google rentre ce mot dans le système. Bien sûr, voiture est un mot très populaire. Il y a plein de gens qui veulent acheter ce mot-clé. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que je dis « je paierai jusqu'à $3 » et d'autres disent « d'accord, je paierai $4 ou $2 ou plus ». Ce qui se passe, c'est qu'on participe à une sorte d'enchère. Quand un utilisateur va chez google.com et fait une recherche sur le mot voiture, la publicité qui sera affichée en haut de la pile sera celle de l'annonceur qui aura misé le plus d'argent. Mais même si je dis « ok, je suis prêt à payer $20 à chaque fois que quelqu'un clique sur voiture », si personne ne clique sur ma pub, Google peut refuser de l'afficher. Ça fait partie du système. Ça ne dépend pas uniquement de ce que je suis prêt à payer, mais aussi du point auquel ma pub est intéressante. Donc qui passe en premier? Eh ben, c'est l'annonceur qui aura réussi à avoir le plus de clics et avoir payé le plus cher. Il y a un vieux dicton dans le commerce de l'Internet qui dit que les entreprises qui font le plus d'argent sont les 3 P. Pilule, pornographie et poker. Typiquement, les mots les plus chers sont ceux liés aux jeux, au porno ou aux médicaments. Donc on a là une forme de publicité intelligente qui tient compte de la popularité elle-même de la publicité. Chose que vous n'avez pas en télévision, où là, le téléspectateur subit la publicité, il n'a rien demandé, et en plus on lui met devant les yeux des publicités qui n'ont généralement rien à voir avec le programme qui est exposé sur les écrans. 95% ou plus des revenus de Google sont générés par la publicité en ligne. C'est probablement l'un des nouveaux supports publicitaires les plus puissants du monde. Et sa croissance est fulgurante. Tous les autres mettent des bannières et des trucs qui se promènent à travers l'écran. Et ça exaspère les internautes. Le succès de Google est, je pense, en partie dû au fait qu'ils n'irritent pas leurs utilisateurs. Le responsable financier de Google a dit une fois que la fraude au clic est la faiblesse de ce système. C'est lorsque les gens cliquent illégalement sur des pubs pour tromper les annonceurs et les dépouiller de leur argent. Vous pouvez rester à votre bureau et une seule fois par heure, pour éviter d'être pris par Google,
Vous cliquez sur les annonces de vos concurrents. Ça peut passer la barrière de leur filtrage. Et c'est la manière la plus simple d'effectuer la fraude au clic. Il existe aussi une manière plus compliquée qui consiste à programmer automatiquement les clics à travers le monde et de manière anonyme. Et c'est très difficile d'en trouver et l'origine et l'intention. S'ils ne font pas plus pour protéger les annonceurs contre les fraudes au clic, je pense qu'ils s'attireront non seulement des procès de la part des entreprises privées, mais aussi des enquêtes fédérales du gouvernement. C'est entre 2001, 2002 et 2003 que Google a décollé. Et il ne voulait pas que Microsoft, Yahoo ou quiconque sache à quel point l'entreprise faisait des profits. Alors, ils ont résisté autant qu'ils ont pu à l'introduction en bourse parce que ça implique qu'une entreprise soit contrainte de publier son bilan financier. Parce qu'ils savaient qu'une fois informés de la popularité de Google, les gens allaient se rendre compte de l'argent qu'ils gagnaient et que la compétition allait se durcir terriblement. Une histoire amusante que j'ai entendue, c'est qu'à la veille de leur entrée en bourse, l'un des deux fondateurs est monté sur scène en tenant une batte de baseball et a dit « On va entrer en bourse. Et si je vois dans notre parking une voiture plus chère qu'une BMW série 5, je la démolirai avec ma batte de baseball. Parce que ce n'est pas représentatif de la culture Google. » Quand Google a été mis sur le marché, ils ont bravé un certain nombre d'usages établis par les grandes sociétés par actions de Wall Street et les sociétés d'investissement qui pilotent les introductions en bourse. Google aime faire les choses à sa manière et Sergey Brin et Larry Page ne voulaient pas payer les honoraires habituels de 7% à Wall Street. Et ils ne voulaient pas que Wall Street ait le pouvoir ou le contrôle sur ce qu'ils allaient pouvoir obtenir des actions. Et donc, Google a dit à Wall Street, nous ferons des enchères électroniques et les petits investisseurs comme les grands pourront tous enchérir. Google leur a dit qu'il paierait des honoraires d'un montant de 2% parce qu'il n'avait pas besoin de Wall Street, ce qui a rendu dingue les banques d'affaires. Finalement, l'entrée en bourse a mieux marché que quiconque ne l'aurait imaginé. Yes, yes, yes. Oh, that's great. That's great. Oh, man. What are you so happy for? Google just bought YouTube for over $1 billion. We're going to be rich. Did you remember to buy that stock I told you about? Je ne suis pas surpris qu'après avoir été dans le tumulte d'une entrée en bourse, au cœur de Wall Street et du commerce, il souhaite échapper à tout ça pendant un petit moment pour profiter de la vie dans une communauté alternative. L'idée principale de Burning Man, ou l'espèce de passion culturelle de Burning Man, c'est de créer un événement à la croisée de l'art et de la technologie. Et je pense que ça, c'est très proche de l'âme des fondateurs de Google. Donc pour moi, ce n'est pas du tout surprenant qu'ils veuillent y aller la semaine suivant la réussite de leur introduction en bourse. Burning Man est un événement social intéressant qui a lieu dans le désert. Aujourd'hui, jusqu'à 40 000 personnes viennent et construisent une ville qui disparaît une semaine plus tard. En fait, une fois le festival terminé, impossible de savoir où il a eu lieu.
C'est une sorte de camping sauvage dans un environnement difficile, avec des vents très forts et parfois même des cyclones. La nature y est imprévisible et puissante. Mais au-delà de ça, c'est une ville organisée comme n'importe quelle ville. On y trouve tout ce qu'il y a dans une ville normale, à part une prison. L'événement Burning Man, c'est un rassemblement de plusieurs milliers de personnes sans aucun échange commercial. On a appelé ça l'économie du don. Ce n'est pas une idéologie qui régit cette communauté, c'est une éthique. C'est dans la lignée des happenings. C'est les beatniks et surtout les hippies qui faisaient des happenings, Ginsberg et d'autres. Ils se réunissaient dans des endroits plus ou moins désolés, en dehors de la société, dans un coin de nature sauvage. Et là, ils inventaient de nouveaux mondes temporaires, mais de nouveaux mondes où il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de sexe, beaucoup d'auto-expérimentation et d'expérimentation corporelle. La première fois que les fondateurs de Google sont venus, ils se sont déshabillés et se sont peints le corps. Ils ont pigé tout de suite. Ils ont pigé tout de suite. C'est intéressant que ce soit des patrons qui soient venus. L'idée d'aller dans un territoire vierge, ouvert, pour créer des choses totalement nouvelles dont on ne connaît pas encore l'utilité, ne leur était pas étrangère. C'est la nature du business comme ils l'entendent. Et ils le comprennent très bien, je crois. Mon ami, le professeur Michel Foucault, avait une bonne formule, se déprendre de soi. Construire d'une part une personnalité flexible qui va changer, et d'autre part une personnalité qui explorerait ses limites intérieures. C'est quelque chose qui intéresse ce genre d'entreprise. Nous avons eu l'idée de concevoir un modèle 3D de toute notre cité qui serait si réaliste que ça en serait troublant. Alors nous sommes allés voir Google et nous leur avons expliqué ce que nous avions en tête. On pourrait tourner autour, voler par-dessus, se promener dedans. On est allé les voir et ça les a tout de suite excités. Il y a eu une première réunion où ils ont dit « On adore, on va s'y mettre ». Il n'y a pas eu de négociation financière. Ils étaient prêts à nous l'offrir. Ce n'est pas surprenant. Vous savez, je crois qu'ils ferment quasiment durant le rassemblement de Burning Man. On dit même que le fait d'être venu à Burning Man est pour eux un critère d'embauche. C'est plutôt intéressant. J'ai eu l'occasion de parler à une de leurs cadres et elle m'a dit « Vous savez, on aime juste faire des trucs qui nous plaisent, qui paraissent intéressants. Et on verra le côté financier plus tard. » Le danger serait que Google rachète Burning Man et en fasse son Disneyland personnel. Mais ça n'est pas le but. Pourquoi voudraient-ils le racheter? Ils veulent y apprendre, s'en servir, y participer, ils veulent y expérimenter. Donc c'est dans l'intérêt du capitalisme mondial avancé d'être proche.
et même impliqués dans ce genre d'expérimentation. Mais s'ils contrôlaient ces endroits, ils les ruineraient et ils ne fonctionneraient plus comme ils le devraient. Je crois que San Francisco, depuis la ruée vers l'or au XIXe siècle, puis ensuite de nouveau après les tremblements de terre, est un endroit qui a toujours été le site de l'hédonisme. Ça a été un endroit anticonformiste durant toute son histoire et ça a toujours été une ville un peu rebelle. Il faut savoir que la famille de William Burroughs a fait sa fortune chez IBM. Et que Kerouac, quand j'étais étudiant dans les années 60 à Chicago, il est venu faire une conférence en costume cravate. Il a dit « Les gars, si vous voulez prendre le pouvoir dans ce pays, vous feriez mieux de vous couper les cheveux. » Alors qu'il était complètement défoncé à toutes les drogues hallucinogènes, connues ou pas. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! Come on! Get out! Get out! Come on! Come on! Give it on for me! Come on! Who said sit down? I have 4 words for you. I love this company. Yes! Hey man, fais ce que tu veux. Hey man, sois libre. Hey man, vise un peu ça. Hey man, c'est ma vie. Ne me dis pas ce que je dois fumer. Ne me dis pas avec qui je dois coucher. Donne-moi un boulot et je le ferai. Le reste ne te regarde pas. Et sans trop exagérer, cet esprit fait partie de l'énergie californienne, encore aujourd'hui.
désormais plutôt daté. Que l'Internet étant un monde de pionniers, forcément c'est un monde humaniste et de valeurs humanistes. C'est une idée qui est très importante aux États-Unis, qui ne correspond évidemment jamais à la réalité historique. On n'a jamais vu de front pionnier quelconque dans quelque univers que ce soit être un front pionnier moral. Mais on n'a jamais vu de front pionnier s'ouvrir sans revendiquer une valeur morale. Le capitalisme américain ne se préoccupe pas de respectabilité. Il veut gagner de l'argent. La vision française qui veut que pour être patron d'industrie, il faille vivre d'une certaine manière, issue des restes du style de la grande bourgeoisie, n'est pas vraie ici. Encore moins dans l'industrie du capital risque. Je crois que personne ne se soucie de savoir si Bill Gates a bon ou mauvais goût. Ce qui compte, c'est ce qu'il a accompli. C'est intéressant de penser que Bill Gates a créé la plus grande fondation du monde, que Google a aussi sa fondation, ce qui fait aussi réfléchir. Ça fait partie du jeu capitaliste américain protestant qui consiste à prendre et à donner selon ses propres termes. Chez beaucoup aux États-Unis, une bonne conscience et un sentiment, encore une fois, que la prospérité matérielle, à quoi on atteint, est le signe, non seulement de son efficacité capitalistique, mais d'une certaine façon, de son mérite civique. Alors là, c'est pas nouveau, ça remonte à l'Antiquité. Google vient de créer une fondation à but lucratif. C'est inédit. Est-ce bien ou mal? Les gens ont diverses opinions là-dessus. Mais l'idée de changer le modèle pour le rendre plus efficace et améliorer le monde est tout à fait dans la ligne de ce qu'ils font. Leur premier projet est d'éliminer la polio en Inde. Et de le faire sans l'État ou l'ONU, mais en se servant des nouvelles technologies et les téléphones portables qui peuvent être distribués dans tous les villages de l'Inde afin que les rapports épidémiologiques soient beaucoup plus précis qu'avec n'importe quel autre appareil bureaucratique existant. Et ils veulent aussi mettre en place ce modèle de façon à ce que ce soit eux, probablement, qui vendront les téléphones portables, les logiciels, les connexions, je ne sais quoi, c'est très américain. Quand vous avez du succès et que vous êtes riche, vous pouvez vous permettre d'avoir plus d'éthique. Sergey Brin et Larry Page sont les jeunes hommes d'affaires les plus fortunés en Amérique aujourd'hui. Leur fortune personnelle se compte en dizaines de milliards de dollars. Donc ces gars valent une immense somme d'argent. Mais ils restent motivés et concentrés sur Google, car c'est ce qu'ils aiment faire. Googleplex est le siège social de Google et il est situé à Mountain View en Californie, à Silicon Valley. C'est comme un campus universitaire sous stéroïdes, je veux dire, c'est un endroit délirant. Well, we try to provide a really comfortable environment here, and also we make it playful to increase creativity. Hey, David, how are you? Pretty good. What's up? Oh, not much, but we're making a movie. Oh, I'm sorry. I'll leave you alone. All right. See you at the Tech Talk. Yes. Hi, I'm Jen Fitzpatrick, and I'm an engineering director here at Google. La meilleure façon d'entretenir de la matière grise, il faut que la matière grise se sente à l'aise. En d'autres termes, on leur offre des conditions de travail qui sont absolument uniques, ne serait-ce qu'aux États-Unis. We have the on-site gourmet cafes. You're surrounded by very bright, very enthusiastic people, and things happen really quickly. The weather is great, the people are great. You've got San Francisco just 40 minutes away from Google. That I think Google is famous for. They've really gone a long way to optimize that. Et ils ont vraiment été loin dans le but d'optimiser les choses pour les employés. Donc il y a une station de lavage pour voitures, vous pouvez vous faire couper les cheveux sur place, vous n'avez pas à sortir pour aller chez le coiffeur.
Je crois qu'il y a un médecin et si vous êtes souffrant, vous pouvez le consulter. Il y a une salle de gym, etc. Pour un employé, c'est très agréable. Vous pouvez vous débarrasser de toutes les contraintes de la vie de tous les jours sans avoir à courir ici ou là et vous pouvez vraiment vous concentrer pour faire un bon travail. Ils permettent même aux gens d'amener leurs chiens au travail, pas les chats. À Googleplex, il y a des machines à laver et des sèche-linges. En fait, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est d'éliminer la distinction entre le travail et le jeu. Google a eu un incroyable impact sur la Silicon Valley parce qu'ils ont réussi à recruter les meilleurs et les plus brillants. Google est le lieu où il faut être. C'est l'endroit le plus coté où vous puissiez être. Ils ont embauché de nombreuses personnes très talentueuses de chez Microsoft, de chez IBM et d'autres entreprises de technologie. Bill Gates a dit « À mon avis, Google est une menace pour Microsoft ». MSN, le moteur de recherche de Microsoft, a énormément investi pour tenter de rattraper Google. Et jusqu'à présent, ils ont perdu du terrain. C'est pour moi extraordinaire. Vous voyez, voici la première entreprise informatique au monde qui s'évertue à rattraper Google et qui n'y arrive pas. Avec le temps, ils seront de plus en plus amenés à empiéter sur le domaine de l'un ou de l'autre parce que Google offre beaucoup de choses variées. Les feuilles de calcul, des programmes de traitement de texte et d'autres programmes. Et cela gratuitement, sur le web. Toutes choses qui sont maintenant payantes chez Microsoft. Microsoft a peur qu'on puisse se passer de Microsoft Windows. Bill Gates, par exemple, a été très clair et je suis sûr que les gens de Google sont très clairs là-dessus aussi. S'ils cessent d'évoluer, ils vont disparaître. Bill Gates a loupé l'Internet et tente de le rattraper depuis. Google les a pris par surprise, alors ils dépensent beaucoup d'argent pour tenter de savoir ce qu'ils peuvent faire pour survivre dans le monde de Google. Ce qui a tendance à inquiéter les acteurs sur Google, c'est finalement cet effet bulle financière qui s'est recréé autour de leur valorisation et qui leur donne justement les capacités d'investir, d'acheter YouTube ou d'acheter d'autres sociétés avec une valorisation complètement démente. Donc ça donne une idée du pouvoir de Google d'action dans une sphère économique. Mais malgré tout... Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a homepage. Google est présent dans plus de 100 pays et dans plus de 100 langues différentes. Google est la société qui atteint le plus gros chiffre d'affaires et plus rapidement que n'importe quelle autre société dans l'histoire des États-Unis. Je pense que Google sera encore plus grand que Microsoft ou IBM parce que la plateforme sur laquelle il repose, Internet, est plus grande. Un des grands défis que Google doit relever, c'est comment maintenir l'innovation, comment rester à la pointe de la technologie tout en se développant. De toute façon, le plus important, c'est l'utilisateur, c'est pas la bourse. Focalisons-nous sur un produit qui va être apprécié par les utilisateurs. C'est notre premier client, ce sont nos utilisateurs. Ce n'est pas l'analyste à Wall Street. Google a proposé une quantité de nouveaux services et ils disent toujours la même chose lorsqu'ils en lancent un. En tant que journaliste, quand je les appelle et qu'à la fin de la conversation, je leur demande « Quel bénéfice allez-vous en tirer ?» Ils disent « Oh, on n'y avait pas encore réfléchi à ça. »
Et vous savez, s'il s'agissait d'une autre entreprise, on rirait. Mais il se trouve que Google détient le monopole. Par conséquent, il peut financer tous ces nouveaux services et ce n'est pas important s'il ne gagne rien. En fait, il lance ces services dans le but de les expérimenter et ils y trouveront peut-être un bénéfice par la suite. Google pense qu'il est bon de laisser leurs employés poursuivre leur créativité personnelle parce qu'ils sont passionnés. Il y a une latitude de la place pour jouer. Et jouer, c'est en fait très utile. Tous les vertébrés intelligents jouent. Une des manières pour eux de réussir l'innovation technologique, de garder la motivation et la loyauté des employés a été d'instaurer le 20% du temps. Ils donnent la possibilité à chaque employé, un jour par semaine, ou une semaine sur 5, de travailler sur ce qui l'intéresse, sur ce qui le passionne, pas sur quelque chose que le patron voudrait qu'il fasse, mais sur ce que lui a envie de faire. Ça ne doit pas être nécessairement en rapport avec Google. C'est comme ça. Vous travaillez sur ce qui vous intéresse. Et grâce à ce 20%, Google a développé quelques-uns de ses produits les plus intéressants et les plus novateurs. Google News, Gmail, l'email de Google et d'autres produits sont nés de ce 20%. Come in. So who called the cops? Yeah, we're here. Is this 121 Oak Street? No. Well, I worked at Google for J'ai travaillé chez Google seulement 2 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est que pour aller chez Google, j'ai démissionné de chez Microsoft. Je suis arrivé chez Google et j'ai commencé à écrire un blog dès le premier jour. Et je suppose que fort de mon expérience chez Microsoft, c'était quelque chose de normal. Alors lorsque j'ai commencé mon blog, j'ai blogué sur des choses personnelles et sur mon travail chez Google. Et donc j'ai blogué assez ouvertement, mais sans exposer de secrets. La moitié des employés pensaient « Mon Dieu, que fait ce type? Il est fou !» Et l'autre moitié des gens qui travaillaient chez Google m'envoyaient des emails privés en disant « J'adore ce que vous faites. Il était temps que quelqu'un révèle au monde que nous sommes humains aussi, que nous sommes des gens réels. » Ce que je n'avais pas réalisé à cette époque, qui était une erreur de ma part, c'est que Google a une culture très différente de Microsoft. Google est très secret. Et donc ils sont venus me voir en me disant « C'est intéressant, mais que se passe-t-il ici ?» Et donc on en a parlé. Et à l'époque, vous savez, ils étaient inquiets, mais ils ont dit « Ok, vous pouvez continuer à tenir votre blog. C'est cool, mais assurez-vous de ne pas évoquer des questions délicates, comme les choses confidentielles ou des trucs financiers, etc. » Donc je dis « D'accord, c'est super. » Et j'ai continué, et 2 jours après, c'est-à-dire la fin des 2 semaines, ils m'ont convoqué en me disant que j'étais licencié. C'était choquant. L'un des grands secrets de Google est la taille phénoménale de ses infrastructures informatiques. Quel que soit le trafic qu'il y ait sur leur réseau, ils continuent à être très réactifs. Pour cela, ils ont créé une infrastructure informatique unique. Ils ont construit le plus grand ordinateur au monde, constitué de beaucoup de microprocesseurs. Je devine qu'ils disposent de 450 000 ordinateurs qui se trouveraient peut-être dans 10 à 20 centres informatiques un peu partout dans le monde.
Au début de l'année, quelqu'un de chez Google m'a dit que si je voulais trouver leur plus récent centre informatique, bien qu'ils le tiennent secret, j'aurais simplement à rechercher le lieu où l'électricité et la fibre optique sont les moins chers en Amérique. Ça m'a pris seulement 10 minutes pour trouver cet endroit en utilisant Google. Il est situé au Delaware, qui est le long de la rivière Columbia. Ils y ont construit 2 centres. Ils font chacun la longueur d'un terrain de foot et la moitié en largeur. Je n'ai pas reçu la permission d'y pénétrer. La capacité de traitement de Google est la plus grande au monde aujourd'hui. Ça doit être plusieurs fois ce que les administrations les plus puissantes ou les entreprises les plus puissantes ont. C'est sans commune mesure. Ils sont sur une autre planète dans ce domaine-là. Toute entreprise visant à combattre ou à rentrer en compétition avec Google doit savoir qu'il lui faudra des milliards de dollars et des années avant d'arriver à cette infrastructure. Donc, il faut être plus intelligent parce qu'on ne pourra pas être aussi dispersé et aussi puissant en termes de serveurs, d'ordinateurs et de tuyaux les relais. Google a décidé dès le début que ce serait un avantage d'avoir plus de puissance de calcul que ses concurrents. Et aussi, ils croyaient que s'ils pouvaient cacher ce fait, ils auraient un avantage encore plus grand. Google a une attitude vis-à-vis de la presse assez paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté, ils adorent qu'on raconte leur aventure, leur légende ou leur mythologie. Quant à la réalité des projets tels qu'ils les mènent à bien, là, c'est totalement secret, quoi. What's the next big new thing? Oh, if we knew that, we wouldn't be able to tell you. En même temps qu'il grandissait, Google a rajouté des services en plus de la recherche. Ils ont un menu avec peut-être 30 services populaires ou plus, des services qui sont populaires à des degrés variés. Ils ont un organiseur, ils ont un service d'email, ils ont un service pour l'achat des cartes de crédit, ils ont un service vidéo. Ils sont vraiment un fournisseur de services très variés et n'offrent pas uniquement la fonction de recherche. Les divers services n'ont pas eu autant de succès que Google Search. Mais je pense que Google Earth aura la même importance que Google Search lorsque les gens utiliseront des appareils portables plus que des ordinateurs de bureau. Et c'est là où la recherche locale de Google Earth sera très intéressante. Car vous pourrez tenir un portable dans la paume de votre main et vous pourrez identifier tout ce qui vous entoure. Et alors ce McDonald's, ce magasin de téléphone, pourront vous envoyer leur publicité. Tant que ce n'est pas du matraquage et si l'utilisateur contrôle toujours la situation, alors ce sera un bon compromis. Et potentiellement, un service très lucratif pour les fournisseurs. Oh, you know, Google, enough is enough. You know, opt out of this thing. Google a une approche qui est très horizontale, c'est-à-dire essayer d'être présent un peu sur tous les secteurs, on va dire. On pourrait faire une métaphore assez simple, hein, si vous vous souvenez, dans les années, fin des années 60, début 70, il y avait le film 2001, Odyssée de l'espace, et on symbolisait dans un rectangle noir vertical tout le savoir de l'humanité, finalement, voire même au-delà. Et Google, paradoxalement, c'est un rectangle blanc horizontal qui, aujourd'hui, veut couvrir tout, et tous les champs. Et donc, ce moteur de recherche essaye d'être actif dans tous les champs, y compris celui de l'information. Le paradoxe avec l'information, c'est le suivant, c'est que Google News, pour Google, c'est une petite chose. Pour le monde de l'information, c'est une révolution. On sait qu'aux États-Unis, dans la classe d'âge 15-30 ans à peu près, 44-45% des gens vont tous les jours s'informer sur Internet et moins de 20% lisent un journal. Donc là, tout d'un coup, dans cette génération qui va continuer à grandir et à vieillir, l'habitude est bien clairement prise d'aller
préférentiellement sur Internet plutôt que d'avoir un rapport au papier ou un rapport aux médias dits classiques. Sur les États-Unis, je crois qu'ils ils recensent 4500 sources d'informations et toutes les 10 minutes, ils changent la une, ils sélectionnent les informations les plus récentes, les informations les plus importantes. Il n'y a pas d'intervention des individus de Google, c'est fait par des algorithmes et donc il suffit d'aller à Google News pour avoir une vision de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens, parmi les plus jeunes, qui considèrent qu'il est plus facile de faire confiance à une formule mathématique qu'à des êtres humains. Et donc Google News est entre guillemets, une idée que je ne défends évidemment pas, mais que Google News est entre guillemets plus objectif, parce que calé sur un mécanisme de plus c'est demandé, plus c'est important, et donc plus c'est important, plus je mets en haut. C'est ça Google News. Donc ils font plus confiance à cette formule mathématique-là qu'à une collectivité humaine qui se réunit autour d'une table avec des gobelets de café en disant aujourd'hui quelle est l'information, ou cette semaine quelle est l'information la plus importante qu'on a à traiter et pourquoi on va la mettre en ligne. Pour eux, le principe, c'est ouvrir un accès à tous aux contenus qui sont disponibles, les réunir, les rassembler, et de ce point de vue, jouer ce rôle qu'ils appellent good. Ils sont bons, ils jouent un rôle de bienfaiteur de l'humanité, entre guillemets, en offrant au plus grand nombre des contenus. Moi, je suis plein de cette même bonté et générosité, mais jusqu'au moment où on commence à prendre des contenus sans les payer à d'autres. Ça, je pense que là, la générosité peut pas s'appliquer. Moi, je travaille beaucoup avec les journaux, avec les sites des journaux online, et beaucoup ont eu la tentation de fermer l'accès à leur site pour faire payer. Ben, ils ont découvert que quand on ferme l'accès au site, les moteurs dont on parlait, les petits robots qui vont rechercher l'information sur les sites ne peuvent pas rentrer. Et comme ils ne peuvent pas rentrer, ils indexent pas. Et comme ils indexent pas, on n'existe plus. La gratuité de l'information, comme les économistes l'appellent dans un épouvantable néologisme ou anglicisme, la commodisation de l'information, c'est-à-dire le fait que l'information soit maintenant une donnée de base à laquelle on n'associe pas de valeur, et là, qu'on le veuille ou non. Mais à mon sens, ça veut dire deux choses. D'abord que le média le plus massif en termes d'information, à horizon de 5, 6, 7 ans, peut-être même beaucoup bien avant, ce sera non pas la télévision, déjà plus la presse écrite, ou non pas la radio, mais l'Internet. Ça sera le média par lequel, le plus massivement possible, les gens s'informeront et les jeunes générations s'informent déjà aujourd'hui, que ce soit l'Internet de bureau, le téléphone mobile, enfin toute la déclinaison numérique, cet univers-là. Alors que derrière, ça veut dire qu'on puisse encore vendre des journaux sans faire en sorte que ces journaux soient le média le plus massif d'information, certainement. Mais ces journaux doivent se réinventer justement pour apparaître comme non substituables par rapport à l'information qui arrive dans l'univers numérique. Donc des journaux qui ont vécu après la Seconde Guerre mondiale, ou même avant la Seconde Guerre mondiale, comme étant ceux qui révélaient l'information factuelle. Le journal vous apprend ce qui s'est passé dans le monde. Puis ensuite, l'analyse, elle est arrivée du temps de la télévision. Le news analysis, qui est une invention du New York Times, arrive au moment où la télévision explose en termes d'audience. Et aujourd'hui, il faut sans doute que les journaux passent à quelque chose d'autre, qui tient entre le fait de raconter, d'expliquer. Voilà. Le modèle traditionnel, je suis sur mon précaré, je le vends parce que les gens n'ont pas d'autre solution, ça n'existe plus. Un des programmes les plus ambitieux de Google aujourd'hui consiste à numériser les livres provenant de bibliothèques. Ils ont des accords avec Stanford, Harvard, Oxford, la bibliothèque de l'Université de Californie, la bibliothèque de New York et l'Université du Michigan pour numériser et produire sous format électronique des copies de pratiquement toutes leurs collections. En ce qui concerne les livres encore soumis aux droits d'auteur, Google vous permet de les rechercher, mais vous ne pouvez pas accéder au livre dans son intégralité. Il y a quand même des procès à ce sujet opposant Google aux auteurs et aux éditeurs. Je pense que l'affaire finira à la Cour suprême des États-Unis. En fait, Google estime que tout ce qui se trouve sur Internet est protégé par une utilisation raisonnable.
Google a eu un comportement vraiment très surprenant, et j'emploie une litote, quand ils ont décidé qu'ils allaient numériser des livres sous droit, des livres qui sont encore possédés par les éditeurs représentant les auteurs, et qu'ils les mettraient en ligne sans avoir l'autorisation. En s'adressant aux éditeurs, en leur disant « Évidemment, si vous êtes assez sot pour ne pas voir que vous avez grand intérêt à ce que ces livres soient en ligne, alors vous pourrez demander qu'on les retire. » C'est quand même un comble. C'est qu'un comble, c'est tout simplement une sorte de contrefaçon. La digitalisation des livres et la mise à la disposition des gens du monde entier de toutes les connaissances qui sont jusqu'à maintenant réservées aux élites, aux gens des pays développés ou aux gens qui font des études dans les pays développés. Dear François Mitterrand. Ce cher François Mitterrand a construit des opéras et des musées et a transformé la Bibliothèque nationale. Mais la France n'a qu'une seule grande bibliothèque où l'on n'entre qu'avec des autorisations. Les États-Unis ont peut-être une centaine de grandes bibliothèques et même ça, c'est limité. Ceci donne la possibilité à tous ceux qui savent lire et écrire d'avoir accès à une vaste quantité de ressources et de connaissances, ce qui était impensable avant. Ça a changé l'accès à la connaissance de façon qualitative et ça menace les vieilles institutions. Ça les rend perméables au profit et au capitalisme. Mais je pense que ce serait un tort de dire qu'il n'y a pas de côté positif et bénéfique aussi. J'ai une discussion sur mon blog Transnet là-dessus avec un Vietnamien ou quelqu'un d'origine vietnamienne, un Algérien ou quelqu'un d'origine algérienne, je n'avais pas le moyen de le savoir, mais ils sont extrêmement intéressés par le fait qu'on puisse accéder à tous les livres d'études, à tous les livres de classe, à tous les textes fondamentaux de la culture universelle, si le mot existe, et donc qu'on puisse le télécharger depuis une petite ville d'Asie, une petite ville d'Afrique, une école, etc. Je n'ai pas envie de confier à une entreprise qui soit une entreprise exclusivement capitaliste ce qui doit être le capital de l'humanité tout entière. Nous existons depuis Charles V ou François Ier. Et nous nous soucions, bien sûr, de nous assurer que, quelles que soient les évolutions technologiques, et vous savez à quel point tout ça bouge vite, vos petits-enfants et les miens, et bien au-delà, nos descendants, puissent être sûrs d'accéder à ces merveilles. Il y a un choc des cultures qui est important, puisque Google va pouvoir monétiser des auteurs français qui sont aujourd'hui libres de droit. Effectivement, quand on voit un livre de Maupassant à l'université de Stanford aux États-Unis qui a été scanné, puisqu'il est libre de droit finalement, qu'il a été scanné et mis sur les ordinateurs de Google et donc ensuite accessible partout dans le monde en tapant une requête pouvant aller chercher un mot qui est dans ce livre, effectivement, Google va être aussi sur le livre. Simplement, nous, Européens, on réagit parce que c'est un auteur français, parce que ça fait partie de notre culture, et ce qui nous embête beaucoup, c'est que c'est libre de droit et que Google peut demain en tirer des revenus. Un éditeur anglais, m'a raconté que, cherchant le livre de Dickens, vous savez, Les Grandes Espérances, Great Expectations, un des joyaux de la littérature britannique, a eu la surprise de voir à droite une publicité pour une entreprise qui organise des mariages entre des âmes esseulées. Les grandes espérances, grandes espérances. Et aussi, il a trouvé le poème de Eliot, autre exemple qui est évidemment frappant, et que je livre à votre méditation, qui s'appelle Wasteland, le terrain perdu, la terre lointaine et perdue. Et à droite, il y avait une publicité pour un marchand de corbeilles à papier et de boîtes à ordures. Alors ça fait tout de même réfléchir. Tout peut être numérisé et donc tout peut être monétisé. Et effectivement, Google a encore des marges de progression dans l'augmentation de son chiffre d'affaires et donc de sa valorisation boursière. Google est devenu probablement le verbe le plus utilisé sur Internet. Vous googlez quelqu'un. Effectivement, to Google someone, c'est tout simplement taper le nom d'une personne dans le moteur de recherche et de voir ce qu'il en retourne. Les gens ne sortent plus pour un rendez-vous galant sans avoir auparavant pianoté le nom de la personne. Vous googlez les gens à tout moment, vous ne faites pas affaire sans avoir d'abord googlé cette personne.
just a basic fact, I really can't take it back. I used to have a crush on you, though I was just a boy. One thing I know for sure, baby, you were my favorite girl. But if I really think it through, I wasn't your only fool from 3rd grade to high school. So it may be a little weird after all these years, I might wonder what it is you do. I Google you, do you Google me? Where can you be, sweet Natalie? I Google you, do you Google me? Where can you be, sweet Natalie? Nous vivons vraiment aujourd'hui dans un monde où toute l'information se trouvant sur Internet est accessible par Google. Ça veut dire que les gens peuvent trouver votre numéro de téléphone, votre adresse et dans beaucoup de cas, voir à quoi vous ressemblez et tout le reste. Donc c'est une invasion de votre vie privée qui résulte de la possibilité de rendre toutes vos informations vous concernant disponibles aux masses. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches et je te dirai à quoi tu penses. Google saves every search. Google enregistre chacune de vos recherches. S'ils font ça, à ce qu'ils disent, c'est dans le but d'améliorer la qualité des résultats. Car plus ils en savent sur vous et vos habitudes, plus ils seront précis pour vous donner de meilleurs résultats sur vos futures recherches, qui correspondront alors à vos centres d'intérêt. Mais le côté obscur de tout ça, c'est qu'il y a quand même un grand danger potentiel pour la vie privée du fait de la conservation de ces données. Je vais vous donner un exemple personnel. À chaque fois que le médecin me prescrit un médicament, je me renseigne sur ce médicament. Je tape le nom sur un moteur de recherche. Donc ça enregistre mon histoire médicale, chose que presque tout le monde souhaite garder confidentielle. Malheureusement, non seulement elle est gardée en mémoire sur le moteur de recherche, mais également sur chaque site consulté. Les moteurs de recherche constituent, par conséquent, le cœur du problème. Les gens ne doivent jamais oublier que si vous avez des secrets, que vous ne voulez pas que le monde les découvre, ne les saisissez jamais sur un ordinateur parce que là, ils peuvent être pistés. You've got to check this out. And I'm going to type in our address. Okay? And wait for it. What's it doing? Wait for it. What's it doing? Watch it. Watching it. What's it doing? Wait for it. Here it goes. No way. No way. There it is. That's it's our house, man. It's great. Type in Anna's address. Okay. Type in your mom. Your mom. It's my mom, too. All right. Your mom. No. Take that one, Google Earth. It doesn't have everything. Type in Osama bin Laden. Okay. Dude, Osama bin Laden. Bin Laden. As they would say in Massachusetts. Could you imagine though? It was like, hey, it's Osama bin Laden. Should we tell somebody about this? No, dude. Then Mom will know we were on the computer, okay? But shouldn't we tell the president? Dude! No Halo for a week. Naturellement, ce sont les services gouvernementaux et policiers qui nous inquiètent. Mais il faut aussi se méfier de chaque avocat, à chaque procès. Ça va, comme je le disais, du divorce au conflit de voisinage ou de droit commercial. Ces dossiers peuvent se retourner contre les gens de façon inattendue. Ils ont la technologie pour être Big Brother, mais la finalité n'est pas politique. La finalité, elle est simplement commerciale. Google assure qu'aucun être humain ne regarde vos emails. Il s'agit uniquement de logiciels qui les scannent pour en extraire les meilleures idées publicitaires. Mais ils sont soumis à des pressions terribles pour protéger les informations.
Parce que, comme nous le savons tous, les criminels et les hackers ont réussi à extraire des informations d'ordinateurs qui sont en théorie les mieux protégées. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, tout est information. La météo, c'est de l'information, un blog, c'est de l'information, un courrier électronique, c'est de l'information, une photo, une vidéo, c'est de l'information. Et à partir du moment où Google veut mettre tout ça sur ses serveurs et analyser ce que font les internautes avec, effectivement, on peut en avoir une vision assez machiavélique. Crush your head. Oh, you're just riot, aren't you, Mr. Footy Man? Crush your head and crush it. Yeah, you like your head in a vice? Well, crush it. Et donc, si vous vouliez connaître vos concurrents ou qui fait partie d'un groupe comme le Falun Gong, tout cela est possible. Yahoo a pénétré la Chine, Microsoft a pénétré la Chine, avec des outils qui pouvaient permettre d'identifier les individus. Certains dissidents ont été arrêtés. Yahoo a révélé des informations privées sur les utilisateurs de Yahoo. Cela a entraîné l'emprisonnement d'un journaliste chinois pour 10 ans et d'autres pour 8 ans ou 4 ans. Google n'a pas été confronté à ce problème pour l'instant. La raison en est que Google n'a pas de service de email ou d'hébergement de blog en Chine. Donc la même question se pose. Si ce n'est pas maintenant, ce sera certainement dans un futur proche que Google devra réfléchir sur ce qu'ils devront faire pour protéger la confidentialité de leurs utilisateurs. Sergey Brin m'a dit qu'il n'était pas certain que ce soit une bonne chose qu'il soit entré en Chine et cédé à la censure. We're still disagree with the premise. We actually are not censoring. In fact, our search is the only search engine I know of, the only major one that operating in China, where we do know no filtering. It is, however, censored by the Chinese firewall itself, which where they're able to take out certain searches at the border, and there's nothing we can do. Il y a eu beaucoup de débats au sein de l'entreprise. J'ai parlé avec des salariés qui m'ont dit qu'ils avaient eu des réunions orageuses. Une grande partie du personnel pensait que la société prenait la mauvaise décision en allant en Chine. Mais ils ont pénétré le marché chinois parce que c'est une économie en pleine croissance. Et ne pas faire partie du second plus grand marché n'a pas beaucoup de sens si vous êtes une entreprise qui recherche le profit. Mais malheureusement, le résultat final ne diffère pas tellement des autres sociétés .com, telles que Yahoo et Microsoft. Ils ont dû se censurer, entrer dans le cadre de ce que le gouvernement chinois permet comme information en ligne. Je pense que Google a franchi la ligne quand ils sont devenus l'instrument de l'oppression en Chine, quand ce sont eux qui appliquent la censure. Pretend I'm free to roam. Oh, I will make my way through one more day in hell. If you search the word Tiananmen Square, si vous cherchez le mot place Tiananmen hors de Chine,
Ce que vous voyez, ce sont des pages et des pages de manifestations, de massacres, de tanks de la place Tiananmen et des étudiants, des citoyens massacrés. C'est bien visible en ligne. Mais si vous allez en Chine et vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez place Tiananmen dans le google.cn, qui est la version chinoise du moteur de recherche de Google, vous voyez des touristes souriants, vous voyez les drapeaux chinois, vous voyez des images de la place Tiananmen. Google a son principe et son idéal. Il s'agit de procurer toute l'information à tout le monde. Mais ce principe fondamental de l'entreprise a été sérieusement compromis lorsqu'ils sont venus en Chine. Nous avons tous été stupéfaits que une entreprise qui publie à son de trompe son intention de ne pas faire le mal, vous savez, don't be evil, très bien, accepte que pour trouver sa place sur le marché chinois, accepte de faire des concessions pour ce qui est de l'accès libre à l'ensemble de l'information. Je trouve qu'il y a là au moins un motif d'être mis en alerte. Ce n'est pas la montée de Big Brother, mais celle de Little Brother. Au lieu d'avoir un grand œil qui vous regarde, vous avez maintenant 1 million de petits yeux qui observent chaque action que vous faites. Et la question est, sommes-nous prêts à accepter ce compromis? Quelle forme doit-on inventer pour limiter et améliorer la dimension expansionniste d'entreprises comme Google? Ceci me semble être un défi fondamental pour l'Europe. Je pense que ces gars veulent changer le monde. Ce sont des visionnaires. Ils ont une vision à long terme et ils croient qu'il n'y a rien qui puisse les arrêter. Si la plus grande ambition de Larry Page est d'abattre les murs des bibliothèques, celle de Sergey Brin est de permettre aux gens d'accéder à leur code génétique sur Google afin que chacun d'entre nous puisse un jour être capable de googler ses propres gènes. Il se trouve que le moteur de recherche serait parfait pour compulser le génome humain. En fait, quelqu'un pourrait demander en mariage une autre personne qui, avant de lui donner une réponse, dirait « Je t'apprécie, je t'aime ». Mais avant de me décider, j'aimerais googler tes gènes pour voir dans quoi je m'engage. Les fondateurs de Google sont véritablement intéressés par quelques idées délirantes. Par exemple, ils ont parlé de la possibilité d'avoir un ascenseur spatial qui serait un moyen plus rationnel pour transporter les gens et du matériel dans l'espace. In one moment, Earth, in the next, heaven. In fact, Keyhole, which was the company that became Google Earth, worked with NASA before too. So there's a lot that we work together in. Maybe someday we'll get exotic, we'll build space tethers and things like that. Je crois que les gens se réveillent et commencent à comprendre qu'un nouveau modèle pour faire des affaires émerge. Et qu'il s'appuie beaucoup plus sur l'aspect créatif que pendant les 40 dernières années. Et ça va avoir un grand impact sur l'avenir. La question est, peut-on faire confiance à Google? Il est absolument impossible de prédire ce qui va arriver dans le futur. Une chose formidable dont on est sûr, c'est que les visionnaires se trompent toujours. Et in fine, maintenant, on parle de Google comme du grand monstre et de cette espèce de désir de Google de tout capter. Rien n'empêche de penser qu'à un moment donné, il va y avoir une autre application qui va arriver, ils feront le mauvais choix et va émerger un autre monstre. Je pense qu'avec le temps, ils devront être attentifs à ne pas devenir arrogants, à ne pas voler trop près du soleil, ou alors ils brûleront leurs ailes et tomberont. Parce que la plus grande menace qui pèse sur Google, c'est Google lui-même. I remember I was a
spotty nerd, alone in my room, facing my computer, wondering how to index the entire world, how to find pills, poker, and pornography. No fun, no friends, no party, but one day I find a way, pay drink and sponsored links, lot of cash and money. Buy me a big Boeing with a real nice tune, dancing with Burning Man, yo, follow me if you can, I'm a god inside the space.